Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette conférence sur la maladie de Lyme, les mythes et réalités. Mon nom c'est Catherine Gagnon, je suis coach de santé et j'ai aussi un diplôme et de l'expérience comme infirmière praticienne en soins de santé primaire. Je pratique plus dans le système médical, mais le bagage et l'expérience, ça reste toute notre vie. Alors, merci d'être là ce soir. Merci d'avoir pris de votre temps en ce beau lundi soir orageux ici au Québec pour venir vous entretenir avec moi sur la maladie de Lyme. Donc, voici les sujets qu'on va aborder ce soir. Je vais vous parler de la maladie de Lyme. Bon, la maladie de Lyme 101, c'est un sujet qui est tellement complexe. Je vais essayer de le simplifier le plus possible pour tout le monde, d'une façon que les choses soient claires pour vous. C'est certain que moi, je pourrais en parler pendant des jours sur la maladie de Lyme. J'ai bâti un cours de 8 heures là-dessus, puis je pense que c'est ça. Il y aurait encore plus à dire. Donc, ce soir, on a environ 1 heure ensemble où je vais vous parler, vous transmettre le plus possible de connaissances. On va dresser un portrait typique d'une personne qui est affectée par la maladie de Lyme. Vous allez voir pourquoi c'est pas super évident d'identifier ce que c'est au départ. Je vais vous parler de quelques mesures préventives pour ensuite aller vers les conditions gagnantes pour s'en sortir et vous amener à voir comment transformer votre santé à travers des changements d'habitudes et d'attitudes assez simples, en fait. Donc, on commence. Je vous invite à poser vos questions dans la petite boîte de dialogue parce que ça va me faire plaisir de répondre à vos questions à la fin de la présentation. Okay? Alors, pourquoi est-ce que je suis ici en train de vous parler de la maladie de Lyme? Je sais maintenant quoi manger, comment balancer l'exercice avec le repos, quel supplément prendre pour avoir un corps qui est optimal parce que je me suis moi-même guérie d'une maladie de Lyme chronique de stade 3 à peu près en 1 an. Alors, c'est avec une énorme quantité de gratitude que j'ai retrouvé de l'énergie soutenue, de la clarté mentale. J'ai pu revenir à mes activités normales qui sont, moi je fais du deltaplane, du vélo, de l'équitation, du ski de fond, du ski alpin. C'est grâce à des recherches intensives, énormément de recherches auprès des experts de maladie de Lyme. J'ai consulté un médecin au Massachusetts 2 fois, puis une naturopathe aussi à Montréal 2 fois. Puis tout ça mis ensemble a fait en sorte que j'ai pu récupérer ma vie, mais en version améliorée. C'est venu avec tout ça, c'est le fruit aussi d'un investissement massif, majeur, beaucoup de milliers de dollars. La maladie de Lyme, en 1 an et demi, ça m'a coûté au-delà de 75 000 dollars. Puis si c'était à refaire aujourd'hui avec les connaissances et l'expérience que j'ai, ça m'en coûterait moins du tiers de ça parce que c'est une maladie qui est dans les 5 chiffres. Faut pas se le cacher. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors, mais si c'était à refaire, je le referais haut la main parce que maintenant, j'ai retrouvé cette harmonie entre le corps, l'esprit. C'est une version améliorée finalement de ma vie d'avant. Et je suis engagée à pouvoir transmettre ces connaissances-là le plus possible parce que, comme on sait au Québec, puis dans bien des places ailleurs, il y a un gros fossé au niveau des connaissances. Alors, ça va bien maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Donc, moi, il y a 2 ans, je suis tombée dans l'enfer de la maladie de Lyme. Donc, ça a commencé par une incapacité à digérer quoi que ce soit. J'avais le ventre qui gonflait à rien, plus capable de manger, des nausées, mal au ventre. J'ai fait un pneumothorax spontané, donc c'est un poumon qui s'affaisse, qui décolle puis s'affaisse. Des douleurs musculaires, mais partout, à tous les jours, des douleurs qui migraient. Des douleurs articulaires aussi. Une journée, c'était l'épaule, le genou, le coude, le cou. Énormément de fatigue, de la faiblesse intense. Pour vous donner une idée, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très, très sportive, très, très active. Et dans le plus bas de la maladie, là, après 5 minutes de vélo stationnaire, il fallait que j'aille me coucher, littéralement.
J'ai pas beaucoup de cheveux. En fait, j'en avais encore moins que maintenant parce que je perdais beaucoup de cheveux. Mais je n'étais pas capable de tenir le séchoir parce que le bras, j'avais tellement de faiblesse au niveau du bras. La vision était... j'ai perdu les champs visuels, donc c'était une vision en 2D au lieu d'une vision en 3D. Conduire le soir, c'était impossible parce que la lumière, ça m'éblouissait beaucoup. Beaucoup de corps flottants. Donc, c'est comme des affaires là, qui se promènent au niveau de la vision. Je cherchais mes mots, ça n'avait pas d'allure. Pas de concentration, pas de mémoire, beaucoup d'anxiété puis de panique qui venait avec ça parce que c'était comme, je sentais que j'avais plus de contrôle sur rien, même sur ma propre cognition. J'avais la peau qui était vieillissante, là, comme si j'étais 20 ans plus vieille. J'étais comme en préménopause, les règles aux 50, 65 jours, ce qui n'est pas normal à 36 ans. Beaucoup de sueur nocturne, tout en étant frigorifiée en été. On était en juillet, il faisait 28, puis j'étais congelée. Puis j'ai vécu une genre de dépersonnalisation, là. C'était vraiment plus moi, là, ce qui se passait. Alors, c'est vraiment l'enfer de la maladie de Lyme. Peut-être qu'il y a des gens là, qui se reconnaissent un peu dans ces symptômes-là. Je vais vous présenter aussi les symptômes encore plus généraux et typiques. Mais en gros, en 3 mois, je suis passée de ce que vous voyez à gauche à ce que vous voyez à droite. Littéralement, la photo de gauche a été prise en mai 2016. Et puis, en août 2016, c'était à plat, total, plus rien qui se passe. Puis j'ai perdu aussi 17 livres dans toute cette aventure-là. Puis moi, je suis déjà pas grosse, là, mais j'étais vraiment flatte comme la petite madame sur la table. Alors, c'est là que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Je voyais ma santé se détériorer, je faisais des recherches, je consultais des naturopathes. Moi, j'étais infirmière praticienne, donc je prescrivais des prises de sang. Fait que j'arrivais à mon médecin puis je disais « OK, prescris-moi ça, 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 je veux faire ça, ça, ça. » Puis elle dit « OK, tu dois savoir ce que tu fais, tu es infirmière praticienne. » Puis il sortait pas grand-chose au niveau des bilans généraux, au niveau des tests. C'était pas concluant. Puis c'est là que, quand ma médecin, elle a dit « Catherine, on trouve rien. Tu dois être trop stressée. Tu es peut-être en dépression. » J'ai dit non. Moi, en 36 ans que j'habite dans ce corps, je me suis jamais sentie aussi mal dedans. Fait que là, j'ai compris qu'il fallait que je me retrousse les manches et que j'allais me sauver la vie moi-même. Il fallait que je me fie à mon intuition. Donc, j'ai fait des recherches incessantes, vraiment, là, même que ma première naturopathe me disait « Ben là, Catherine, ta quête, tu sais, calme-toi un peu là, avec ta quête, là, ça te tire du jus. » Puis je dis, non, non, tu comprends pas. C'est parce que je suis en train de me sauver la vie, là, parce que ça me prend ces connaissances-là. Alors, j'ai fait beaucoup d'expérimentations. Aussitôt que je voyais quelque chose, je lisais sur un produit, je le faisais venir, un test, je le commandais. Et j'étais vraiment... j'étais vraiment sceptique, en fait, que j'allais un jour retrouver ma santé, mon énergie, puis mon cerveau, là, parce que c'était le plus inquiétant, là, de perdre la boule comme ça. Mais c'est là que j'ai vraiment découvert, en fait, que j'ai créé quelque chose que je ne savais pas si ça allait fonctionner, mais j'ai vraiment persévéré d'une façon que je n'avais jamais faite avant. Puis, ça a été l'occasion d'avoir un nouveau départ. Donc, c'est pour ça que maintenant, ce nouveau départ-là, en fait, Confucius dit « on a 2 vies ». Et la deuxième commence quand on réalise qu'on en a juste une. Alors pour moi, la maladie de Lyme, c'est un peu cette deuxième vie-là, puis j'appelle ça ma vie au-delà de la maladie de Lyme, où est-ce que j'ai retrouvé cette énergie soutenue-là pour travailler. Je travaille des fois des heures et des heures, la clarté mentale, la concentration, les humeurs stables, puis retrouver mes muscles. Ça a été le plus beau cadeau parce que j'avais tout perdu mes muscles. Puis moi, je suis pilote de deltaplane, donc ça prend de la force musculaire pour faire ça. Et j'étais hâte de retrouver mes activités normales. Donc, en 4 mois, en fait, j'ai récupéré 80% de ma normale. En 8 mois, j'ai récupéré 80%. Et en 1 an, j'étais à 95%. Fait que c'est vraiment... c'était un stade 3 chronique. Moi, j'ai été infectée en l'an 2000 en Australie. En rétrospect, ça a été dormant pendant 16 ans, mais il y a des symptômes qui se sont ajoutés en bas bruit pendant tout ce temps-là. Puis en juin 2016,
ça a tout sorti, ça a tout envahi mon organisme dans un moment de la vie où est-ce qu'il y avait une coalescence de choses, énormément de choses stressantes qui ont probablement affaibli mon terrain, mon corps et tout ça pour tout faire sauter la soupape, comme on dit, là, faire sauter le chaudron. Alors, le fait d'avoir récupéré ma vie comme ça, je me suis dit, OK, j'ai toutes ces connaissances-là, j'ai toute cette expérience-là. Je me suis dit, il faut que je partage ça. Je veux aider les gens. Moi, je suis infirmière depuis 2004. J'étais infirmière praticienne depuis 2012. J'étais retournée aux études en 2016 pour devenir coach de santé. J'ai fait toutes mes études là, aux États-Unis pendant 2 ans. Là, j'ai étudié avec eux. Et je voyais vraiment qu'au niveau de la maladie de Lyme, il y avait un fossé dans les connaissances. Puis peut-être que vous en faites l'expérience au Québec ou en France, mais il y a un fossé dans les connaissances, ce qui fait que les gens doivent un peu devenir leurs propres experts. Ils vont faire de l'errance, ça va pas bien, ils se détériorent, ils consultent médecin par-dessus médecin, spécialiste par-dessus spécialiste, puis ils se font dire « Ben non, monsieur, madame, on trouve rien, vous êtes peut-être trop stressé, vous êtes peut-être en dépression. » Mais il y a vraiment un fossé dans les connaissances, autant médicales que la population. Et la maladie de Lyme, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est une maladie en plein essor. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Donc, c'est là que j'ai créé un système que j'ai appelé justement la vie au-delà de la maladie de Lyme pour aider les gens à retrouver cette énergie-là, cette clarté mentale-là, de retrouver leur vie, en fait, leur capacité de refaire les exercices, les activités qu'ils aiment, le projet, leur mettre le rêve de l'avant. Puis en fait, moi, je me dis, ben j'ai pas tout fait ça pour rien. Je suis engagée à aider les gens à sauver du temps, de l'argent et de la santé. Parce que tout ce que j'ai appris, j'ai tout fait un raccourci avec ça. Comme je vous dis, j'ai bâti un cours de 8 heures là-dessus. Un raccourci pour les herbes, les plantes, l'alimentation, la détox, l'environnement, tout ce qu'il faut savoir, en fait, j'ai distillé ça à l'essentiel pour se sortir de cette maladie-là. Fait que c'est vraiment la synergie entre un protocole à base d'herbes, de plantes que moi j'ai pris personnellement, qui m'a énormément, en fait, qui m'a sauvé la vie, et il y a plusieurs personnes, en fait, qui suivent ces traces-là en ce moment. Il y en a qui ont déjà plus de symptômes en suivant ces mêmes étapes-là. Donc, la synergie de ce protocole-là avec le coaching a permis d'amener vraiment une transformation puis une accélération de la guérison. Donc, ce soir, ce que je veux faire, c'est de vous aider à y voir beaucoup plus clair dans ce que c'est que la maladie de Lyme. Donc, je veux vous aider à reconnaître la maladie de Lyme pour pouvoir s'en protéger. Puis ça inclut de reconnaître les signes et symptômes. Puis je vais vous indiquer, en fait, pourquoi c'est pas évident pour les médecins de reconnaître la maladie de Lyme. Donc, plus vous êtes connaissant là-dessus, plus que vous allez pouvoir vous prendre en main puis driver votre propre épisode de santé. Je vais vous parler des conditions gagnantes pour s'en sortir. On va parler un petit peu aussi de quelques mesures là, protectrices, là, comment s'en protéger. Et je vais vous parler en fait de cette transformation-là en utilisant un peu les mêmes étapes que j'enseigne à mes clients pour que vous ayez une idée du parcours pour comment retrouver votre santé, votre énergie, votre bonne humeur. Et pour les gens qui voudront approfondir ça davantage, à la fin, je vais vous indiquer comment. Alors, on part dans le vif du sujet. Pourquoi parler de maladie de Lyme? En fait, vous devez probablement l'avoir remarqué, c'est qu'on en parle de plus en plus. Les nombres de cas sont en augmentation constante, autant au Québec, au Canada, aux États-Unis. En fait, c'est mondial. La maladie de Lyme, c'est quoi? C'est une maladie qui est transmise principalement par les tiques, cet insecte qu'on voit ici. Il pleut très fort. Je ne sais pas si vous entendez la pluie au travers de mes écouteurs. Non, ça ne dérange pas. OK, parfait. Mes fenêtres sont ouvertes. Donc, c'est une maladie qui est transmise par les tiques. Et les tiques, ils sont transportés par plusieurs vecteurs, que ce soit les chevreuils,
les souris, les oiseaux, les reptiles, les chiens, les chats, les animaux domestiques. Donc, la maladie de Lyme, en fait, c'est la première maladie dont on a pu avoir une corrélation directe avec le réchauffement climatique. Donc, ils ont pu voir que grâce au réchauffement climatique, ça amène des conditions favorables pour que les tiques puissent se reproduire, les chevreuils aussi puissent se reproduire et durent plus longtemps. Tous les animaux, tous les vecteurs, en fait, ont des conditions de vie plus favorables pour vivre plus longtemps, pour transmettre, en fait, la maladie plus longtemps. Alors, je vais vous montrer tantôt les nombres de cas là, au Québec. La maladie de Lyme a 3 stades. Le stade aigu, qui est en dedans de 30 jours de la piqûre d'une tique. Le stade disséminé précoce, qui est entre la piqûre de la tique et 3 mois, en fait, après la piqûre. Et le stade de dissémination tardive, qui est au-delà de 3 mois d'une piqûre de tique. Je vais vous dire pourquoi. Fait que ça, c'est les stades, en fait, 1, 2 et 3. Puis un petit peu plus tard, je vais vous dire pourquoi c'est si difficile de diagnostiquer une disséminée tardive. Mais en fait, c'est que la majorité des gens arrivent au diagnostic en stade 3. L'affaire, c'est que les lignes directrices médicales sont très controversées pour les phases 2 et 3, dans le sens que le diagnostic de disséminée précoce et disséminée tardive, ça n'existe pas vraiment. Dans les lignes directrices, on parle de symptômes, de syndrome post-infectieux de Lyme. Donc, s'il n'y a pas de ligne directrice, s'il n'y a pas de diagnostic, en fait, il n'y a pas de ligne directrice pour le traitement. C'est pas encore reconnu au Canada, au Québec, ce qui se passe en disséminée précoce, disséminée tardive. Une des raisons, c'est que les tests, on n'a pas de test vraiment fiable. C'est sûr qu'en médecine, il n'y a aucun test qui est fiable à 100%, mais spécialement pour la maladie de Lyme, on n'a pas de test qui est vraiment fiable. Le test qu'on a, principalement, c'est une sérologie qu'on appelle le test ELISA. Et ça, c'est un test qui est indirect. Donc, l'ELISA va mesurer la production d'anticorps que votre corps va produire suite à l'exposition à l'antigène, donc une protéine là, de la maladie de Lyme, de Borrelia. Et une des choses caractéristiques, c'est que ça prend quasiment un système immunitaire intact pour atteindre le seuil de positivité du test, du ELISA. Okay? Donc, souvent, une personne qui est atteinte de maladie de Lyme depuis un petit bout de temps, le système immunitaire, il est en surcharge, il est en overdrive, il est affaibli parce que là, il est tellement envahi par toutes sortes d'infections qu'il n'est pas capable de produire assez d'anticorps pour atteindre le seuil de positivité du test ELISA. Okay? Alors, comme on sait que notre médecine fonctionne beaucoup avec des tests, les médecins vont être très peu enclins à traiter quoi que ce soit si le test est négatif. Je vais vous parler plus tard de la sérologie ELISA, puis pourquoi que c'est si compliqué. Mais ce qui se passe, en fait, c'est que quand la tique pique, elle amène la maladie de Lyme, c'est un complexe d'infections chroniques. Elle amène pas juste une bactérie, la bactérie principale, c'est la Borrelia, elle va amener beaucoup de co-infections qui sont Babesia, Bartonella, des virus, l'Epstein-Barr, fièvre Q, anaplasme, mycoplasme. Il y a plein de choses qu'elle va amener avec elle. Imaginez-vous que la tique, c'est comme l'aiguille sale de la nature. C'est comme si on se promenait dans un hôpital avec la même aiguille puis on vaccinait tout le monde. Avec la même aiguille. Fait que la tique, avant de piquer un humain, elle a piqué un chevreuil, un oiseau, une souris. Fait qu'elle transporte avec elle toutes sortes de pathogènes. Alors, tous ces pathogènes-là vont envahir l'organisme et souvent, quand les gens vont se promener de médecin en médecin, ils ont des symptômes qui s'ajoutent, on ne trouve pas rien, la santé continue de se détériorer et ça peut faire des dommages, en fait, des dommages de la maladie, d'où l'importance d'en parler de plus en plus de la maladie de Lyme pour que vous puissiez être en mesure de reconnaître ce qui se passe en vous et prendre charge. Donc, ça, c'est une petite carte du Québec. C'est la carte 2017 de l'Institut national de santé publique qui démontre les cas où est-ce que
où est-ce que les risques sont soit significatifs en orange ou faibles en jaune. Maintenant, il y a des gens qui sont dans toutes les régions du Québec. Dave, en particulier, tu es dans une région plus au nord. Il y a des gens qui sont dans les Laurentides, dans la Naudière, en Abitibi, qui se sont fait piquer par des tiques et qui ont contracté la maladie de Lyme. Et des fois, si on se fie sur la carte, il y a certains médecins qui vont dire « Ah ben non, il n'y a pas de tiques au Saguenay-Lac-Saint-Jean ». Mais ça, c'est des cartes. C'est pas parce que l'endroit n'est pas en orange qu'il n'y a pas de tiques porteuses de maladie de Lyme. C'est juste qu'ils n'ont peut-être pas encore été recensés dans ces régions-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ça monte vers le nord. La maladie de Lyme est très présente dans le nord-est américain depuis des années maintenant. Alors, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un petit carré là qu'on dit ah, la tique, elle s'arrête aux frontières de cette région-là ou de cette municipalité-là. Alors, on est au courant que c'est pas des absolus. C'est des outils, ces cartes-là, qui nous aident à se faire une idée de où est-ce que les zones sont les plus à risque. On le sait que en Montérégie puis en Outaouais, c'est en ce moment les zones les plus endémiques. Puis en Montérégie, c'est beaucoup Brome-Missisquoi et Haute-Yamaska. Donc, Granby, Bromont, Farnham, puis toutes les zones limitrophes là, aux lignes américaines qui sont les plus problématiques. Mais c'est pas parce que la région n'est pas sur la carte qu'il n'y en a pas. OK? Ça, c'est une carte qui est disponible, là, l'Institut national de santé publique. Ils la mettent à jour, je pense qu'ils la mettent à jour aux 6 mois. Parce que je n'avais vu une en 2016, puis elle était à fin... non, excusez. En 2017, en novembre 2017, elle était différente de ça. Alors ça, c'est l'évolution des cas de Lyme au Québec. Quand on dit « Ah, la Lyme, c'est une maladie rare ». Moi, quand j'ai fait mon cours d'infirmière praticienne en pathophysiologie avancée, la maladie de Lyme, là, c'était 3 lignes dans un livre. Là, puis c'était considéré comme une maladie rare. Alors ça, c'est le premier mythe. La maladie de Lyme n'est pas rare. En 2017, au Québec, il y avait 248 cas de confirmés. Puis si on prend juste la différence avec 2012, en 5 ans, c'est 200 cas de plus. C'est énorme et c'est pas énorme en même temps. Pourquoi? Parce qu'aux États-Unis, les chiffres sont de l'ordre de 300 000 nouveaux cas par année. Alors que nous, on est là avec 248 dans une province. Alors, la question qui se pose, c'est que soit qu'on a vraiment des bonnes frontières, ou est-ce que le douanier arrive puis regarde les tiques puis dit non, non, toi, tu portes la maladie de Lyme, reste aux États-Unis, tu ne peux pas rentrer ici, ou que la maladie de Lyme, elle est sous-diagnostiquée et sous-rapportée. J'ai tendance à opter pour la deuxième hypothèse parce que on a des tests qui sont pas fiables. Et ça, c'est les cas rapportés. La maladie de Lyme, c'est une maladie à déclaration obligatoire au Canada. Donc, ça, c'est les cas rapportés qui ont eu soit un test positif dans ces deux sections de tests ou qui ont eu l'érythème migrans. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, l'érythème migrans. Donc, l'autolyme. J'amène un petit peu d'humour sur un concept qui est pas évident. Principalement juste pour... Parce que des fois, ce que je dis aux gens, je dis, OK, si tu as vu la tique, que tu as fait un érythème... Parce que c'est pas tout le monde qui voit la tique. La tique, là, quand elle pique, elle met un anesthésiant. Donc, on peut très bien ne pas la sentir, on peut très bien ne pas la voir de tout son séjour qu'elle est en train de nous sucer le sang. Surtout si c'est dans un endroit, mettons, dans le dos qu'on ne voit pas. Fait que je dis, OK, si tu as vu la tique et que tu as fait un érythème migrans, parce que c'est pas tout le monde qui va faire un érythème migrans. Ça, c'est l'érythème, c'est la rougeur en forme de cible. Il y a à peu près juste 50% des gens qui vont faire une rougeur comme ça. Puis encore, elle n'aura pas toujours l'air d'une belle cible bien photo de livre manuel de médecine comme ça. Donc, je leur dis, si tu as vu la tique, tu as fait un érythème migrans,
et que tu as consulté en dedans de 72 heures et que tu as eu un traitement, va t'acheter un billet de loterie. Parce que tu viens de t'épargner énormément de problèmes. Hein? Il y a maintenant, il y a des nouvelles lignes directrices pour les pharmaciens. Vous avez peut-être lu ça dans les nouvelles. Les pharmaciens, quand une personne a été piquée par une tique, les gens peuvent aller consulter à la pharmacie et ils peuvent obtenir un traitement de prévention par les pharmaciens, sans prescription médicale, si on veut. Ça va être une unidose, donc une dose d'un antibiotique. Je n'ai pas vu les études par rapport à comment concluant que c'est pour empêcher la réplication de la maladie de Lyme. Mais ce que ça fait, c'est que ça vous achète du temps. Ça vous achète du temps pour aller consulter après ça le médecin. Puis peut-être même faire analyser la tique pour voir si elle était porteuse de maladie de Lyme. En phase aiguë, donc en phase aiguë, c'est en dedans de 30 jours de la piqûre de tique. Les symptômes qu'on peut voir, c'est de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires, articulaires, il peut y avoir des ganglions enflés. Ça ressemble un peu à une grippe. Puis, je vous dis, faites attention à la grippe d'été, parce que l'influenza en été, il n'y en a pas vraiment, en fait. C'est pas un organisme qui est présent là, dans les mois d'été. Fait qu'une grippe d'été, c'est pas habituel, c'est une bonne raison pour aller consulter. Okay? Fait que ça, c'est la phase aiguë. On a des lignes directrices médicales pour la phase aiguë. Vous allez voir un médecin, vous lui dites je me suis fait piquer par une tique ou vous avez l'érythème migrans, il n'y a aucun doute, ça c'est la maladie de Lyme. Vous devriez être en mesure d'obtenir un traitement pour ça. Les lignes directrices sont en place. Ils sont clairs, mais ils changent assez souvent. Mais au moins, on a ça en place. OK. En termes de prévention, ça, c'est des choses qui sont faciles à aller voir là, sur les sites, gouvernementaux puis tout ça. C'est assez simple. Hein? On dit marcher dans les sentiers, on évite les herbes hautes, on évite de garder des piles de branches puis de feuilles sur votre terrain. On peut utiliser un chasse-moustique à base de DEET, à base de icaridine ou des huiles essentielles. Donc, moi, j'ai soit à base de DEET, j'aurais pas amené mes produits, hein, de la Watkins. Ça, c'est le plus fort de la Watkins. Ça vient en petit pot, en petite crème. Du icaridine, c'est un produit qui s'appelle Care Plus. Moi, j'achète ça chez Mountain Equipment Co-op. Icaridine, 20%. C'est aussi efficace que le DEET. C'est moins toxique. C'est un petit spray. Ça fonctionne bien. Ou des huiles essentielles. Donc, les tiques n'aiment pas l'odeur de tea tree, d'arbre à thé ou de cèdre. Donc, pour les gens qui habitent à Bromont ou qui connaissent le magasin d'huile essentielle Michael Zayat, ils ont un beau mix qui s'appelle Anti-Tic et ça sent super bon. Donc, moi, je m'en badigeonne un petit peu partout avant d'aller dehors. Vous voulez porter des vêtements longs, des vêtements clairs, parce que quand c'est clair, bien, on peut voir s'il y a des tiques là, qui se promènent. Des souliers fermés, peut-être un chapeau. La mode du chandail dans le pantalon et le pantalon dans les bas. avec les gens en vol libre, où est-ce que je vole ici au Mont-Yamaska. Là, je leur disais, on va partir une mode, parce qu'eux, ils montent à pied avec leur parapente la montagne. Je dis, on va partir une mode. Hein? Les pantalons dans les bas quand vous montez la montagne à pied. Tout le monde va faire la même chose, tout le monde va être in, puis vous allez vous éviter des piqûres de tiques, la maladie de Lyme. Au retour de votre activité, c'est important de vous examiner votre corps, surtout là, dans les endroits, mettons la nuque, dans les cheveux ou dans le dos. Demandez peut-être à votre conjointe de vous examiner. Examinez votre équipement. Examinez les animaux aussi, s'il y a des animaux domestiques qui vous accompagnent. Une des façons parce que les tiques peuvent s'accrocher après les vêtements, on peut les mettre dans la séchure 6 minutes. Oui, pas plus, pas moins. C'est le temps minimum pour les faire mourir, en fait, ou faire un gros lavage à l'eau chaude là, de tous vos vêtements. Puis ça, je l'ai dit, là, sur votre terrain ou dans votre environnement, de ne pas avoir des amoncellements là, de feuilles mortes et de branches qui sont un milieu
un terrain de jeu pour les tiques. Comment, si on a une tique d'implantée dans la peau, comment on fait pour la retirer? Très simple, avec des pinces. On veut des pinces très minces, en fait, des petits bouts très, très minces, parce que les pinces assorties sont trop larges. Ils vont effouérer, ils vont écraser l'abdomen, puis c'est ce qu'on veut pas. On veut pas écraser l'abdomen parce que on veut pas que la tique elle rejette son repas, finalement, de sang, parce que toutes les bactéries qu'elle transporte avec elle, ils sont présentes dans son estomac. Okay? C'est pour ça qu'on dit, ben, une tique qui a été accrochée pendant 24 heures et plus, on a de plus en plus de chances d'avoir une contamination par la maladie de Lyme, parce que plus qu'elle a longtemps, plus qu'elle a de chances de transférer le contenu de son estomac, puis que là, les bactéries rentrent dans votre système. Par contre, il y a des études qui disent que il y a une transmission, il y a une évidence de transmission en dedans de 24 heures des pathogènes. Donc, aussitôt qu'on la remarque, on veut pouvoir l'enlever le plus vite possible. Donc, avec des petites pinces pointues, on va le plus proche possible de la peau, pogner la tête et on tire vers le haut. Il existe des petits tire-tiques, on peut en trouver chez les vétérinaires. C'est comme un genre de petit pied de biche là, en plastique. Puis là, on la dévisse, en fait. On dévisse la tique avec ça, puis ça s'enlève très facilement. Si jamais la tête reste prise dans la peau, c'est pas la tête qui est contagieuse. La tête, elle va pas transmettre là, des pathogènes. Sauf que c'est important d'aller la faire retirer quand même. Donc, si vous n'êtes pas capable d'enlever la tête, mais des fois, ça peut être de consulter, d'aller voir en clinique là, un médecin pour pouvoir enlever la tête de la tique. Moi, j'avais eu ça en l'an 2000 en Australie. Moi, elle m'avait piqué juste ici. Puis, je n'étais même pas infirmière dans ce temps-là. Là. J'avais 20 ans, je savais pas ce que c'était. Tout ce que je savais, c'est que quand je faisais ça, ça partait pas. Puis en regardant le lendemain, il y avait des petites pattes qui faisaient ça. Je me disais, ah! Donc, retirer la tête, la tique, puis la tête est restée prise là pendant, oh my God, je pense qu'elle est restée prise là pendant 3 semaines. J'ai fait le gros érythème, comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing au niveau de la poitrine. Puis en rétrospect, j'ai eu tous les symptômes de primo-infection là, de maladie de Lyme. Donc, c'est important de la retirer le plus tôt possible, le plus vite possible, sans paniquer. On respire, on prend les outils comme il faut. C'est pas une minute de plus qu'elle va être attachée qui va faire la différence. Ce qui va faire la différence, c'est de la retirer d'une façon optimale. Bon. Alors, quand il s'agit de maladie de Lyme, il y a 3 défis principaux auxquels moi j'ai dû faire face et auxquels mes clients font face aussi. C'est de savoir pourquoi le diagnostic est si difficile à obtenir en phase 2 et 3. Hein, parce qu'en phase 1, en phase aiguë, c'est assez simple. Les lignes directrices sont assez claires. L'autre défi, c'est comment ou pourquoi la maladie de Lyme se compare à un marathon et par où commencer pour s'aider et cheminer vers la guérison. Donc, on va résoudre ces mystères-là ensemble. Et pour vous qui regardez cette conférence, peut-être que vous n'êtes pas du tout affecté et que vous dites, bon, ben, au moins, je vais savoir quoi faire si jamais je me fais piquer ou quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui sont affectés puis qui se disent, ouais, moi, je suis tannée de voir ma santé qui se dégringole, j'ai le goût de connaître les prochaines étapes là, pour m'en sortir. Alors, c'est sûr qu'en 1 heure, notre temps ensemble est limité. En 1 heure, je vais vous enseigner le plus possible de ce que je peux pour pouvoir rejoindre un petit peu tout le monde. Mais on va entamer des réponses au niveau de ces 3 défis-là. Le premier défi, c'est au niveau des symptômes et des diagnostics. Pourquoi c'est si difficile de diagnostiquer une phase 2 et 3? En fait, avec la maladie de Lyme, c'est la plus grande imitatrice. Donc, personne ne va se présenter avec la même histoire. Il y a des gens qui vont arriver avec des maux de tête. Il y a des gens qui vont arriver avec des engourdissements au niveau du visage ou des mains, des douleurs. Il y a des gens qui vont arriver avec des problèmes digestifs. Il y a des gens qui vont arriver avec énormément de fatigue. Il n'y a personne qui se présente pareil. Et ça peut être très mêlant pour un médecin dans la structure médicale qu'on connaît actuellement. Je sais, pour avoir travaillé dedans pendant un bon bout de temps,
quand les médecins ils ont 15-20 minutes pour rencontrer quelqu'un, ils n'ont pas le temps de faire tout le portrait au complet qui permettrait de dire « Ouais, c'est peut-être la maladie de Lyme. Hein? » Alors, quand on fait juste se concentrer sur un problème à la fois, bien, on manque un petit peu le global picture, là, puis où ça peut prendre un petit peu plus de temps avant de faire, d'avoir ce portrait-là. Une des raisons aussi pourquoi la maladie de Lyme ne se présente pas avec la même histoire, c'est que souvent, la Lyme va entrer par le système pour lequel il y a déjà une faiblesse. Donc, si quelqu'un a déjà fait comme une commotion cérébrale dans le passé, il y a des bonnes chances que les premiers symptômes vont être d'ordre neurologique. Ou quelqu'un a fait un accident de voiture, puis mettons, ils ont fait comme ce qu'on appelle un whiplash au niveau du cou. Il y a des bonnes possibilités que ça va affecter le cou en premier. Moi, j'avais déjà une faiblesse au niveau digestif, syndrome du côlon irritable depuis l'âge de 15 ans. Donc, c'est par là que ça a commencé. Puis là, pouf, ça a envahi tout le reste. Au niveau du diagnostic, j'ai parlé un petit peu brièvement tantôt les tests ELISA. Donc, ça, c'est la première sérologie au Québec, au Canada. C'est un ELISA. Si l'ELISA est positif, il va être envoyé au laboratoire de microbiologie nationale à Winnipeg pour refaire un autre ELISA avec une trousse différente. Et si celui-là est positif, là, ils vont aller faire le Western Blot, le transfert Western, qui est le test un petit peu plus fiable, si on veut. Mais déjà, au premier test ELISA, le taux de fiabilité est à peu près de 64 %. Le deuxième ELISA que Winnipeg font, ils vont tester seulement qu'une seule souche de Borrelia qui est la bactérie principale de maladie de Lyme, alors qu'il existe 300 souches dans le monde. Donc déjà, faut comme avoir pogné la source locale pour que ce soit détecté. Et souvent, ce test-là revient négatif, le premier ELISA de Winnipeg. Alors, quand Winnipeg est négatif, ils ne feront pas le Western Blot. Ils vont dire « Ah, le premier ELISA, c'est un faux positif. » Alors que c'est peut-être plus parce que le test n'était pas assez sensible. Et quand on arrive au Western Blot, donc si quelqu'un passe la barrière de Winnipeg, donc le premier ELISA est positif, leur taux de confirmation est positive et qu'ils arrivent à faire le Western Blot, à ce temps-là, je leur dis « Achetez-vous un billet de loterie parce que vous êtes chanceux. » Parce que avec ces tests-là en 2 étapes, on passe à côté de probablement 75 à 80 % des cas. Il y a 75 à 80 % des cas de maladie de Lyme de gens qui sont probablement positifs et qui se font dire « Ah, c'était un faux positif que vous avez. On va regarder ailleurs. » Okay? Fait que je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà eu cette expérience-là. Moi, c'était mon cas. Malgré 2 ELISA positifs avec des anticorps qui doublaient, Winnipeg revenait toujours négatif. Je pense que c'est normal. Je l'avais acquis en Australie. Et j'ai envoyé un test aux États-Unis qui est revenu full positif. Okay? Ça m'amène à parler des tests internationaux. Il y a le laboratoire Hygienex en Californie qui font des tests pour la maladie de Lyme. Ils font d'emblée le Western Blot parce que c'est ce qu'on veut. On veut le Western Blot pour plus de fiabilité. Sinon, il y a des tests en Allemagne aussi. Il y a le laboratoire Prélève ici à Sherbrooke qui font affaire avec un laboratoire en Allemagne et eux, ils testent beaucoup de choses. Ils testent même des co-infections. C'est un test qui est un petit peu plus onéreux. Je pense que c'est autour de 1 000 $, tandis que Hygienex, c'est autour de 250 US. Le problème, c'est que les tests internationaux, même s'ils reviennent positifs, ne sont pas reconnus ici. Les médecins voient ça puis ils disent ben, c'est un laboratoire privé, c'est pas les standards du Canada, donc on ne le reconnaît pas. Fait que ça présente un autre défi par rapport à ce qui se passe au Québec. Ah oui, je le disais un peu plus tôt que les tests de sérologie, ça requiert un système immunitaire presque intact pour atteindre le seuil de positivité des tests. Fait que quelqu'un qui se fait longtemps qu'il est malade, son système immunitaire est à terre, ben il ne sera pas capable de se monter la réaction immunitaire suffisante pour faire sortir le test positif. Ça fait partie du défi du fait que les connaissances médicales sont limitées pour ce qui est de la phase 2 et 3. Ça prend soit un médecin qui s'y connaît vraiment bien en maladie de Lyme ou des naturopathes qui ont étudié là-dedans ou des gens qui sont devenus un peu des experts. Moi, ça a été 18 mois de recherche
pour peaufignoler là, toutes ces connaissances-là. Il y en a des connaissances, c'est juste qu'ils ne sont pas véhiculés dans le système de santé actuel. Le niveau des connaissances actuellement n'est pas à jour pour les phases 2 et 3. Alors, ça, c'est le premier défi. Alors, toujours dans le contexte de l'auto-Lyme, choisissez votre symptôme du jour. La maladie de Lyme, la bactérie principale, c'est Borrelia et ça vient avec des co-infections, donc Babesia, Bartonella. Babesia qui est plus un parasite, qui est cousin de la malaria. Bartonella, c'est une bactérie aussi. Et chacune vont donner des symptômes, des signes et symptômes différents. Tout le monde cause la fatigue. Tous ces organismes-là causent la fatigue parce que le système immunitaire est en surcharge. Les symptômes vont indiquer sur quoi le système immunitaire est occupé en ce moment. Donc, les symptômes sont vraiment une indication de l'activité du système immunitaire. C'est pour ça qu'on arrive à distiller qu'est-ce qui cause quoi. Okay? Donc, Borrelia va causer de la fatigue, évidemment, de la douleur diffuse dans les muscles. Okay? C'est apparenté à la fibromyalgie. D'ailleurs, il y a des gens avec qui je collabore dans le monde médical qui on a des idées pour faire une conférence, de dire ici, la fibromyalgie, c'était en fait la maladie de Lyme. La fibromyalgie, on a des signes et symptômes de douleur, insomnie, fatigue, toutes sortes de choses, humeur basse, mais on ne connaît pas la cause. Et il y a bien des choses dans la maladie de Lyme qui se chevauchent avec la fibromyalgie. Donc, il y a des hypothèses en ce moment à savoir que peut-être la fibromyalgie serait causée par la maladie de Lyme. Borrelia va causer aussi des douleurs articulaires, un peu apparentées à l'arthrite, des difficultés à se concentrer, du brouillard mental, de la faiblesse musculaire, des spasmes, des engourdissements, des picotements, un manque de coordination, un manque d'équilibre. Ça, c'est Borrelia. Babesia va causer aussi de la fatigue, parce que tout le monde en cause. Et Babesia, elle est très spéciale dans ses symptômes. Comme je disais, c'est une cousine de la malaria. Elle va causer beaucoup de difficultés à se concentrer, mais une propension à chercher les mots. Moi, je cherchais énormément mes mots. Ça m'était rendu épeurant. C'était du genre une tasse. Alors, j'étais en clinique à prescrire des médicaments à mes patients, puis j'en faisais quasiment des crises de panique parce que je me disais, OK, le dosage, OK, c'est ça. Puis j'arrivais à la maison, j'avais l'impression d'avoir tout oublié, mais c'était l'enfer. Donc, chercher les mots, une difficulté à respirer. Des fois, les gens mentionnent quasiment comme une sensation de suffocation ou comme une crise d'asthme, mais que les médicaments pour l'asthme, comme le Ventolin, ça aide pas. Ils vont décrire des fièvres, des suées intermittentes, surtout des suées nocturnes. Donc, des bouffées de chaleur, mais comme pire que la ménopause. Puis surtout, si vous êtes un homme, là, vous savez que c'est pas la ménopause. Et en même temps, on peut, après une grosse bouffée de chaleur, ça peut être d'avoir des frissons, d'être frigorifié. Moi, il faisait 28 en juillet 2016, puis j'étais frigorifiée. La babesia, ça cause vraiment une dérégulation thermique du thermostat là, du corps. Des palpitations cardiaques. POTS, c'est un acronyme en anglais, c'est Postural Orthostatic Tachycardia Syndrome. Donc, c'est des palpitations vraiment plus grandes que normales là, quand on change de posture, que ce soit de coucher à assis ou assis à debout. Du malaise en général, de l'insomnie. Ça, c'est une des choses que quand on commence à adresser, à avoir quelque chose pour traiter Babesia, les gens rapportent un meilleur sommeil. Des maux de tête, mais comme bizarres. Il y en a qui disent, on dirait qu'il y a comme un courant électrique qui part de là, puis qui s'en va là, dans ma tête, ou c'est en arrière de mes yeux, mais c'est bizarre. Des maux de tête comme ça. Ça peut causer des symptômes de dépression, de l'anxiété, mais avec une peur dominante. Beaucoup de déjà-vus. Des déjà-vus, des acouphènes aussi. Des pertes d'appétit, de la nausée, des fois aller jusqu'au vomissement, des extrémités froides, des extrémités douloureuses ou engourdies. Ça, c'est Babesia. Bartonella, elle, va causer de la fatigue aussi et beaucoup de douleurs migrantes dans les articulations puis dans les tissus.
Elle va donner beaucoup de douleurs en dessous des pieds, souvent. Douleurs en dessous des pieds. Peut donner des marques de vergeture sur la peau. J'ai une photo un peu plus loin, je vais vous montrer. Des maux de tête aussi, mais moins bizarres que Babesia. La fatigue, je l'ai dit. Des raideurs de la nuque puis des douleurs dans le cou. Moi, je sais que j'avais énormément de douleurs dans le cou et c'est parti en traitant Bartonella. Ça peut causer de la fièvre, des conjonctivites, donc le blanc de l'œil qui devient rouge finalement, des ganglions enflés, de l'angoisse, de la panique, comme un peu de l'irritabilité. Ça peut être Bartonella. Bartonella va c'est très intéressant qu'elle va s'intéresser à la vessie. Ça va donner comme des symptômes d'infection urinaire, mais l'urine n'est pas infectée. Donc, on va faire pipi souvent, on va uriner souvent, on est tout le temps rendu aux toilettes. Il y a des douleurs dans le bas-ventre, ça ne brûle pas nécessairement, mais il y a des urgences d'uriner. Puis quand on fait des tests d'urine, il n'y a pas d'infection dedans. Alors, ce que ça fait, c'est que ça pénètre dans le mur ou dans la paroi de la vessie, puis ça cause l'inflammation. Ça cause ce qu'on appelle une cystite interstitielle. C'est pas évident à diagnostiquer ça. Bartonella peut donner des maux de gorge intermittents, des gastrites, donc de l'irritation de l'estomac, de la nausée, du reflux, puis une baisse d'appétit. Alors, c'est un beau cocktail de signes et symptômes où est-ce qu'on peut voir que quelqu'un qui se présenterait chez un médecin avec, certaines de ces choses-là ou le symptôme prédominant, si on ne prend pas le temps de circuler puis de faire le portrait général, on peut facilement manquer que ça soit la maladie de Lyme. Puis là, je vous présente ça, puis je veux pas que vous soyez comme « Ah ben là, je fais de l'insomnie, puis je fais de l'acouphène, c'est sûr, j'ai la maladie de Lyme. » Tu sais, faut y aller juste, faut prendre en considération justement le portrait global. C'est super important de rester relativiser en fait dans le portrait global de ce que c'est. Mais je vous dirais que pour être passé par là puis aider beaucoup de gens avec la maladie de Lyme, il y a souvent beaucoup de symptômes dans tout le spectre de tout ce que je vous ai décrit là. Puis même des fois d'autres affaires là, qui ne sont pas là-dessus. Okay? Fait que ça c'est vraiment, c'était le défi numéro 1. Pourquoi c'est si difficile à diagnostiquer? C'est pas simple comme maladie, la maladie de Lyme. Okay? Le deuxième défi, c'est le marathon de la maladie de Lyme. Je dis souvent, la maladie de Lyme, c'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Puis on va aller voir pourquoi. Alors, le marathon, le premier marathon, c'est le marathon médical pour le diagnostic et le traitement. Je pense que depuis qu'on se parle, je pense que vous pouvez apprécier un peu la complexité de pourquoi est-ce que c'est difficile là, au niveau du diagnostic, du traitement. Ça peut être un marathon. Il y a des gens qui passent des mois, des années pour trouver ce que c'est finalement, pendant que la santé continue là, de se détériorer. Puis d'essayer d'avoir des traitements aussi là, à quelque part. L'autre marathon, c'est un marathon du complexe d'infection chronique. Donc, comme je vous disais tantôt, la tique, avant d'avoir piqué l'humain, elle a piqué un chevreuil, un oiseau, un reptile, une souris. Fait que ça arrive avec tout un lot d'infections que là, le système immunitaire, il vient en surcharge. Il éteint des feux un petit peu partout, puis il vient un peu en dérégulation immunitaire. Il vient comme hyperactif à certains endroits, puis hypoactif à d'autres endroits. Il est comme un peu déréglé. La maladie de Lyme, Borrelia, a beaucoup d'affinités pour 3 grands systèmes. Donc, le système neurologique, le système nerveux central, le système gastro-intestinal, donc tout ce qui est la digestion, l'intestin, l'estomac, et le système vasculaire, donc les vaisseaux sanguins. Alors, ce que ça va causer, c'est une dysfonction neurologique de type, beaucoup de type maux de tête, engourdissement, picotement, manque de coordination. Parfois, la maladie de Lyme peut être confondue avec la sclérose en plaques. Une des façons de différencier, c'est pas noir ou blanc, mais une des façons de différencier, c'est que la maladie de Lyme va donner des plaques au niveau cérébral, mais pas au niveau cervical.
Puis ça, on peut le voir sur une IRM, une imagerie par résonance magnétique. Tandis que la sclérose en plaques va donner des plaques au niveau du cerveau et aussi au niveau cervical. C'est une des façons qu'ils ont pour différencier. Sauf que c'est ça, ça cause toute une dysfonction du système nerveux central. C'est ça, avec l'affinité avec les bactéries là, qui vont irriter notre système. Il y a une dysfonction au niveau gastro-intestinal. Tout le monde qui sont affectés de la maladie de Lyme vont avoir un problème avec l'intestin, même s'ils n'ont pas de symptômes gastro-intestinaux, parce que Borrelia va se fixer à la paroi de l'intestin. Souvent, ça va se faire soit comme en forme de kyste ou en biofilm. C'est une biofilm, c'est une genre de petite forteresse là, où est-ce que là, il se cache du système immunitaire. Et ça affaiblit la paroi du système gastro-intestinal. Ça peut faire ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin poreux. Pour mettre ça en termes simples, c'est comme si on fait des trous là, dans la paroi de l'intestin. Et il y a des grosses molécules de nourriture qui peuvent passer dans la circulation sanguine. Puis le système immunitaire est comme « Oh, un intrus! Un intrus! » Et il va diriger une réaction immunitaire envers ces molécules-là, des aliments finalement, et on peut devenir comme un peu intolérant ou allergique aux aliments qu'on mange. Pour la dysfonction gastro-intestinale, Lyme va causer une dysfonction hormonale. Donc, souvent, les gens vont présenter une fatigue surrénalienne. Pour faire un cours de biologie, mais les surrénales, c'est un petit organe, c'est un petit chapeau sur le top des reins, et c'est eux qui vont sécréter l'adrénaline, noradrénaline et le cortisol. Puis le cortisol, c'est ce qui donne le oomph, c'est ce qui donne l'énergie pour aller, pour se lever, puis pour le système immunitaire, pour aller au combat à tous les jours, à toutes les heures, à tous les instants. Et puis à un moment donné, à force de sécréter du cortisol, les surrénales se fatiguent. On arrive avec une fatigue surrénalienne. Et ça peut aussi entraîner des désordres thyroïdiens. Donc la thyroïde, qui peut-être était normale avant ou peut-être déjà avait un problème, ça peut exacerber un problème qui était déjà là. Alors, tout ça fait que les hormones ne sont pas sécrétées normalement. Puis là, quand les hormones ne sont pas sécrétées normalement, que ce soit trop ou pas assez, ça ne fonctionne pas dans le corps. Notre corps est régi par des hormones, par ces messagers chimiques-là pour que tout marche comme il faut. Là. Alors, une dysfonction hormonale, ce n'est pas une bonne idée. Ça va entraîner, maladie de Lyme, une dysfonction musculaire et articulaire. Pour deux raisons. À cause de la dysfonction mitochondriale, je vous en reparle un petit peu plus bas. La dysfonction musculaire, il y a la maladie de Lyme, les spirochètes, en fait, c'est une bactérie en forme de tire-bouchon. Hein? Ça, c'est Borrelia. Et un de ses objectifs, c'est de se cacher du système immunitaire le plus vite possible. Fait qu'il va partir de la circulation sanguine, puis il va driller un trou dans les tissus pour rentrer dans les tissus, puis ça peut donner des douleurs musculaires, ça peut donner des douleurs articulaires. Et la circulation aussi, quand il y a une gang de biofilms qui sont accrochés après les vaisseaux sanguins, la circulation se fait moins bien, surtout dans les petits microcapillaires, dans les tissus profonds. Alors, ça peut causer comme si on était toujours raqué finalement, là, la perfusion qui ne se fait pas bien. Donc, ça cause ce genre de dysfonction-là. Et toute personne qui a une maladie chronique, spécialement une maladie qui dure longtemps, qui est comme un marathon, ça va entraîner une dysfonction mitochondriale. Pour les gens qui ont déjà fait mon cours, vous savez comme j'aime mes mitochondries. Les mitochondries, c'est des petites organelles dans chacune des cellules qu'on a dans notre corps un peu partout. Puis ces petites organelles-là, c'est les usines de production d'ATP qui sont nos unités d'énergie. Donc, c'est elles qui font en sorte qu'on a notre muscle, il a de l'énergie pour se contracter, puis qu'on peut faire tout ce qu'on veut faire dans une journée, dans une vie finalement. Les mitochondries, là, ça origine en fait des bactéries. C'est nous qu'on les a pris en otage parce qu'on a dit « Ouais, toi, tu produis de l'énergie, tu es efficace en titi, j'aurais comme besoin de toi pour me développer en un organisme complet. » Si ce n'était pas des mitochondries, les humains, on serait restés gros comme des bactéries.
en fait. Alors, on doit beaucoup à nos mitochondries. Moi, je les envoie de l'amour à tous les jours. Et ce qui se passe avec les infections chroniques, les toxines des infections vont... c'est comme si on bombardait les mitochondries, ça fait des trous dedans. Les toxines et les résultats de l'inflammation qui est causée par toute cette irritation-là, ça fait ce qu'on appelle des radicaux libres. Les radicaux libres, peut-être vous avez entendu parler de ça, ça endommage les mitochondries. Donc, la mitochondrie qui est comme, peut-être qu'elle fonctionne à moitié ou à 30% de sa capacité, bien, elle n'est pas capable de fournir l'énergie nécessaire pour vous permettre de vous sentir énergique puis d'avoir de l'énergie pour faire les choses dans votre journée. Le problème, c'est qu'une mitochondrie qui est endommagée, elle va se reproduire endommagée. Donc, sa cellule fille va être aussi endommagée qu'elle. Donc, la cellule fille, elle va continuer à se faire endommager par les toxines, les radicaux libres. Donc, quand elle va se reproduire, elle va être encore plus endommagée que quand elle s'était reproduite. Alors, toute cette dysfonction mitochondriale-là amène énormément de fatigue, énormément de douleurs musculaires, de faiblesse, puis de juste difficulté à avancer en général. Et le dernier marathon qui vient avec le marathon de la Lyme, c'est le marathon du traitement. Comme la maladie de Lyme va partout dans l'organisme, c'est multisystémique, ça va dans tous les systèmes, ben, il faut l'adresser sous toutes ses formes. Je ne sais pas si vous voyez là, sur la slide ici, il y a différentes formes du spirochète de Borrelia. Les spirochètes, ça ressemble à, c'est ça, le petit tire-bouchon. Puis là, à un moment donné, ça va s'enkyster, ça va faire comme un kyste. On a déjà eu un kyste là, sur la peau ou tout ça, ça se promène, puis c'est parce que le contenu du kyste il est protégé de l'environnement extérieur. Ça peut faire aussi ce qu'on appelle des cellules, mais sans membrane. Fait que c'est comme si c'est des organismes qui se promènent dans les tissus comme ça, ils nagent, puis ils s'incluent, puis c'est un peu l'intrusif, là, quand on est dans une gang, là, puis c'est comme une intrusion. Là, voyons, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah, je m'inclus avec vous, avec votre gang. Et ça peut faire une colonie avec des biofilms. Donc, si on ne traite pas toutes les formes, surtout pour un stade 2 et 3, ben, il va y avoir ce qu'on appelle en anglais, ils appellent ça les persisters, les persistants. C'est important d'adresser toutes ces formes-là, en plus d'adresser les 5 piliers du traitement. OK, ça, j'en parle un petit peu plus tard. Fait que ça, dans les images, ça, c'est Borrelia avec toutes ses formes. Ça, c'est Babesia. Puis on voit, c'est des parasites dans les globules rouges, en fait. C'est des parasites, puis on voit, là, ils sont comme 2 par 2, là. Puis ça fait que ces globules rouges-là, ben, un coup qu'ils sont parasités, ils ne peuvent plus transporter l'oxygène comme il faut. D'où pourquoi que les gens se sentent essoufflés, pourquoi ils ont des palpitations aussi. C'est bien, bien caractéristique, puis ça peut faire une anémie aussi, parce que le globule rouge qui est parasité comme ça, il a juste le goût de se suicider. Hein? Fait que les globules peuvent éclater, puis ben, ça fait moins de globules en circulation, moins de globules rouges. Puis là, ben, si on fait une formule sanguine complète, un test de sang, votre médecin va dire « Ah, ton hémoglobine est un petit peu basse, mais c'est pas grand-chose. » Mais des fois, le pas grand-chose peut dire beaucoup de choses. Ça, la photo à droite, ici, c'est Bartonella. Ça, c'est les marques classiques de vergeture. Souvent, il y a des gens qui me disent « Wow, j'ai exactement ça dans le dos. » Moi, j'avais une cliente qu'à tous les jours, il y en avait des nouvelles qui apparaissaient sur les cuisses, dans le bas de l'abdomen, puis elle n'avait jamais été enceinte. Elle dit, c'est pas normal. Je dis, non, c'est pas normal. Mais c'est Bartonella qui cause ça, principalement parce que Bartonella va donner un petit peu des inflammations au niveau des capillaires, des petits vaisseaux sanguins. Alors, le troisième défi, par où commencer pour s'en sortir? Donc, quelqu'un qui peut-être est en errance ou qui a vu beaucoup de médecins, qui ne sait pas par où commencer. En fait, c'est l'éducation. L'éducation, c'est d'aller chercher le plus possible les connaissances. Parce que oui, la connaissance, ça vous donne énormément de pouvoir, ne serait-ce que pour prendre charge de votre propre santé. Et spécialement avec la maladie de Lyme, il y a tellement de connaissances à avoir que c'est important d'aller chercher le plus possible.
pour les gens qui ne sont pas certains ou qui disent ouais, je me reconnais dans tous ces symptômes-là, je vous invite à remplir le questionnaire du docteur Horowitz. Vous faites un Google en ligne, questionnaire Dr. Horowitz, maladie de Lyme, ça va sortir. Dr. Horowitz, c'est une sommité aux États-Unis qui traite des gens avec la maladie de Lyme depuis longtemps. Si vous avez un score au-dessus de 46, il y a une forte probabilité que ce soit la maladie de Lyme. Ce test-là est beaucoup plus précis que les prises de sang. Parce qu'en fait, la maladie de Lyme, là, c'est un diagnostic, il y a beaucoup d'experts qui amènent l'argument que c'est un diagnostic clinique, donc basé sur les signes et symptômes, et les tests de sang viennent confirmer que c'est ça, mais ils ne peuvent pas éliminer que c'est pas ça. Donc, c'est pas parce qu'un test est négatif que c'est pas ça. On se fie vraiment beaucoup plus sur les signes et symptômes. Fait que le questionnaire du Dr. Horowitz, c'est la première place par où commencer quand vous êtes au tout début de la démarche. C'est aussi d'avoir des professionnels de la santé qui sont formés en maladie de Lyme. Comme je vous disais, dans le système médical actuel, il y a certains médecins en ce moment qui commencent à s'intéresser de plus en plus à la maladie de Lyme, les phases 2 et 3, mais ils sont très peu, sont très rares. Il y a beaucoup de gens qui ont dû aller aux États-Unis pour consulter des médecins. Il y a des naturopathes qui commencent à être de plus en plus formés. C'est ça. Moi, j'ai aidé beaucoup de gens à date aussi en coaching santé pour la maladie de Lyme. Mais dans tout ça, le dénominateur commun, ce qui est le plus important, c'est vraiment de prendre en main le cheminement puis de devenir votre propre expert. Parce que le système ne vous prendra pas en charge. C'est une maladie qui est extrêmement complexe. Puis même si, mettons que le système médical pouvait, mettons, prescrire des antibiotiques. Parce qu'il y a deux façons de traiter ça dans le si on veut, dans le 5e de l'équation. J'arrive aux 5 piliers d'un traitement qui réussit. Le premier pilier, c'est les antimicrobiens, soit des plantes, donc des plantes médicinales, ou des antibiotiques conventionnels. Okay? Les plantes, moi j'appelle ça comme le lièvre et la tortue, mais ils sont aussi efficaces que les antibiotiques conventionnels. Et à long terme, les recherches démontrent que sont beaucoup plus sécuritaires, beaucoup moins toxiques que les antibiotiques conventionnels. En phase aiguë, c'est antibiotiques conventionnels haut la main parce qu'on le sait que c'est super efficace pendant que le spiroquète est encore en circulation. Mais pour ce qui est phase 2, phase 3, les plantes sont beaucoup plus prometteuses en termes d'éradiquer la charge microbienne. Donc, c'est le premier pilier, éradiquer la charge microbienne. La deuxième pilier, c'est la détoxification au quotidien. Fait que là, si on s'imagine qu'on amène des antimicrobiens, puis le système immunitaire, il y a une grosse guerre mondiale là, qui s'opère dans votre corps. Là, il y a des corps morts partout. Là, c'est bien beau les corps morts, là, mais là, ça prend des petits soldats qui viennent avec le barouette, là, puis qui sortent les corps morts du terrain. Puis là, ça prend le camion de vidange qui passe assez souvent. Fait que c'est important de détoxifier pour pas que le corps entre en surcharge de toxines. Puis ça, on fait ça avec des suppléments, mais avec l'alimentation, puis d'autres activités aussi. Le troisième pilier, c'est la régulation puis le support immunitaire. Donc, le système immunitaire, aussitôt qu'il commence à avoir de l'aide, là, il est comme « yes », il est super content. Mais il faut le supporter, puis lui indiquer aussi où est-ce qu'il doit se calmer un petit peu, puis où est-ce qu'il doit s'exciter un petit peu plus. Donc ça, encore une fois, on fait ça avec des suppléments, des plantes et l'alimentation aussi. Et aussi les attitudes de vie. Moi, je travaille beaucoup en coaching avec les attitudes de vie, avec qu'est-ce qui se passe entre nos deux oreilles, parce que la recherche a démontré que ça a une influence sur toutes nos fonctions vitales, dont le support, le système immunitaire. Le quatrième pilier, c'est réduire la cascade inflammatoire. Alors, on sait qu'il y a énormément d'inflammation qui se passe avec la maladie de Lyme. Juste sur le terrain, le combat, là, le terrain de guerre, là, le système immunitaire, il envoie de l'inflammation là-dedans pour un peu affaiblir les troupes ennemies, si on veut. Mais ça crée de l'inflammation chronique. Puis l'inflammation chronique, c'est nocif pour les tissus. C'est un mécanisme de défense, mais à long terme, c'est nocif pour les tissus. Fait qu'on veut réduire la cascade inflammatoire
encore une fois, avec l'alimentation anti-inflammatoire et certains suppléments, des plantes qui aident à calmer cette inflammation-là. Et le dernier pilier, c'est supporter les surrénales et les mitochondries. Les surrénales qui produisent le cortisol, c'est le chef d'orchestre du métabolisme. Et ouais, ça donne le oomph, la drive pour continuer à combattre les infections. Et la plupart des gens sont en fatigue surrénalienne. Fait que c'est comme les surrénales sont, produisent un peu de cortisol, mais ils n'en peuvent plus. Alors, il faut les supporter, il faut les nourrir. Et supporter, nourrir les mitochondries. Donc, autant avec des choses qui les réparent que des choses qui les nourrissent puis qui les supportent. Okay? Fait que ça, encore une fois, il y a des super bons suppléments qui remplissent ces fonctions-là et l'alimentation aussi. Se nourrir pour nourrir nos mitochondries. Ça, c'est un de mes sujets préférés dans le cours que je donne là, de 8 heures sur ces choses-là. Alors, en continuation, par où commencer? C'est certain qu'avec la maladie de Lyme, il faut nécessairement adopter des habitudes de vie qui sont non négociables, ne serait-ce qu'au niveau de l'alimentation. Donc, l'alimentation qui a été démontrée comme étant la plus optimale pour récupérer la maladie de Lyme, c'est l'alimentation de type paléolithique, avec très peu de glucides, en fait 10 10 à 15 de glucides, beaucoup de bonnes protéines, de bons gras, puis de légumes verts. Le sommeil, ben ça va de soi, le sommeil, mais encore plus quand on est en récupération de la santé. Ça prend 8 à 9 heures de sommeil. Réduire l'exposition aux toxines, ne serait-ce que d'acheter bio, les aliments bio, puis de faire ce qu'on peut, en fait, dans notre environnement pour réduire tous les produits toxiques, là, les produits nettoyants, les produits cosmétiques, s'assurer qu'il n'y a pas de produits toxiques là-dedans. Puis, ben, quand on habite dans des zones agricoles ou rurales, c'est certain que, en tout cas, moi, je sais que j'habite dans une zone avec des vergers, avec les journées qui arrosent, j'essaie de ne pas trop sortir ou pas respirer parce qu'il qu'est-ce qui shoot dans les arbres. Les ondes électromagnétiques, les gens n'y pensent pas nécessairement, mais les ondes électromagnétiques, on vit de plus en plus avec ça, ne serait-ce que par les antennes cellulaires, les Wi-Fi partout. Et ce que ça fait, les ondes électromagnétiques, c'est que ça excite les pathogènes, ça excite les bactéries, les virus. Les autres, ils se sentent menacés par les ondes. Fait que là, ils se disent « Oh, faut se reproduire la gang parce que on est menacés. » Fait qu'ils vont devenir plus nombreuses et plus agressives aussi. Il y a un médecin, c'est un Allemand qui pratique, je pense qu'il pratique en Californie, Dr. Klinghardt, qui, lui, ne va même pas traiter quelqu'un pour la maladie de Lyme si la personne ne prend pas les mesures nécessaires pour réduire son exposition aux ondes électromagnétiques. Une des choses les plus simples à faire, c'est le soir. Puis ça, c'est maladie de Lyme ou pas. Le soir ou quand vous ne l'utilisez pas, éteignez le Wi-Fi. Le Wi-Fi dans la maison, là, c'est énormément d'ondes, là. Pour les gens qui sont en ville aussi, là, des fois, on arrive puis on regarde la connexion, puis là, il y a à peu près 10 réseaux qui sortent, mais c'est 10 expositions au Wi-Fi. Donc, il y a des façons de se protéger de ça, puis j'en parle dans mon cours. C'est certain qu'il faut changer certaines attitudes de vie. La gestion du stress. Fait que le corps, avec la maladie de Lyme, le corps est déjà extrêmement stressé. Des fois, les gens me disent, voyons, moi, j'étais quelqu'un qui endurait le stress avant, puis là, ça ne fonctionne plus. C'est parce que le corps est déjà à côté, là, ici. Là. Fait que toute source de stress alimentaire additionnel, oui, le stress alimentaire, c'est un stress, mais toute source de stress additionnel vient, c'est comme si ça fait déborder le vase. Alors, c'est de faire les choses différemment, gérer le stress différemment. Ça, c'est des choses que je fais un peu plus en coaching là, avec les gens, de faire attention au langage. Le langage, là, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, c'est une suggestion, en fait, qu'on fait à nos cellules. Puis, je vous donne juste un exemple. Faites juste porter attention sur comment vous sentez quand je vous dis « Ah oui, ma maladie de Lyme, mes douleurs, ma fatigue, versus la maladie de Lyme qui affecte mon corps en ce moment, les douleurs que je ressens dans mon corps en ce moment, la fatigue que je ressens en ce moment. » Voyez-vous un peu la différence?
Quand on change quelque chose de possessif, parce qu'en fait, quand on dit ma maladie de Lyme, c'est comme s'il y a une portion de nous qui se l'approprie finalement. Alors que quand on s'approprie quelque chose, il n'y a personne qui veut perdre quelque chose. Hein. On ne veut pas perdre notre temps, on ne veut pas perdre nos clés, on ne veut pas perdre de l'argent. Donc, inconsciemment, quand on vient qu'à parler de ce qui nous affecte, mais en mettant une possession dessus, il y a une partie du subconscient qui ne voudra peut-être pas guérir parce que on l'a mis en notre possession. La question, c'est est-ce que vous voulez vraiment posséder cette fatigue-là? Est-ce que vous voulez vraiment posséder ces douleurs-là? Ça porte à réflexion, puis ça, c'est des choses, c'est des petites choses. Et souvent, je dis c'est des petites serrures, c'est des petites charnières qui ouvrent les grandes portes. C'est des petites choses, mais qui font toute la différence. Et c'est ce que je vois en coaching avec les gens. Quand on adresse ces parties-là, qui sont très subtiles, mais qui font partie du traitement. Parce que ce qu'on se met ici, c'est d'autant plus important que n'importe quoi qu'on se met dans la bouche, que ce soit l'alimentation ou les suppléments, les plantes. L'autre grand concept que j'adresse beaucoup en coaching, c'est la résolution des conflits intérieurs. Fait que souvent, ce que j'entends, puis des fois c'est entre les lignes, c'est « Ah, il y a une partie de moi qui veut guérir, qui veut vivre, puis il y a une partie de moi qui veut peut-être pas guérir parce que ça va peut-être vouloir dire de retourner à une vie qui m'a rendu malade en premier lieu. Ça va peut-être vouloir dire retourner à une place où est-ce que je n'étais pas capable de dire non. Où est-ce que je disais oui à tout le monde puis je me faisais prendre avantage. Ou est-ce que... Ouais. Puis ça, c'est très subtil. C'est entre les lignes qu'on lit ça. Mais tant et aussi longtemps qu'il va y avoir un conflit intérieur, de quelque nature que ce soit, la guérison va être probablement beaucoup plus longue parce que toute cette énergie-là qui est pognée dans la contradiction fait en sorte qu'elle n'est pas disponible pour la guérison. Donc, en coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on réharmonise les conflits intérieurs, ce qui fait qu'il n'y a plus de conflit. Donc, l'énergie qui était pognée dans la contradiction devient disponible pour la guérison, puis ça accélère la guérison. Là, des fois, mes clients sont comme « Wow! D'où est-ce que ça vient, toute cette énergie-là? » Bien, on l'a libérée de la contradiction. Fait que là, elle est disponible, puis là, wow, enfin, on peut l'utiliser. Okay? Fait que ça, c'est des notions un petit peu plus avancées, mais c'est ce qui fait que dans l'approche que j'emploie, c'est unique parce que c'est autant les choses qui vont adresser la matière, là, le protocole, les plantes, les suppléments, l'alimentation, que les attitudes, les croyances, puis les conflits intérieurs, les fuites d'énergie qui nous gardent souvent stagnants, là, pognés. Là. Des fois, les gens me disent « Je suis pognée, là, je vire en rond, je ne sais plus par où aller, puis je sais que ça se détériore, puis je veux faire quelque chose pour ça. » Donc, j'avais un de mes clients, 62 ans, maintenant 63 ans, qui faisait 2 ans qu'il était vraiment malade comme un chien, puis ça allait plus. Puis quand il m'a appelé, quand j'étais en juillet ou en août l'année passée, il m'a appelé puis il m'a dit Catherine, il dit je veux suivre ton programme parce que là, c'est une question de vie ou de mort pour moi. J'ai dit OK, on va le faire. Puis, il a fait toutes les affaires dans le cours, ce que je présente dans le cours de 8 heures. Il a tout mis ça en place. On a pris du coaching ensemble. Puis lui, en dedans de 3 semaines, il s'est remis à refaire des phrases qui avaient de l'allure. Ses phrases étaient tout mêlées, ses mots étaient tout mêlés. Il cherchait ses mots, c'était l'enfant. Et en dedans de 3 semaines, il s'est mis à faire des phrases qui avaient de l'allure. En 5 semaines, il a récupéré de l'énergie bien plus que ce qu'il pensait. En 7 semaines, il n'y avait plus de douleur, ou presque, parce que lui, il était sur des narcotiques pour des douleurs. Il avait arrêté de prendre les narcotiques, puis il disait « j'ai presque plus mal ». Il y avait des problèmes intestinaux aussi, de la diarrhée, ces choses-là qui se sont réglées, en fait, dans les 3 premières semaines. En 10 semaines, une des choses qu'il me disait, ben, je braille tout le temps. Je sais pas pourquoi, je suis même pas malheureux, mais je braille tout le temps. Fait qu'en 10 semaines, il m'a dit, Catherine, il dit, je braille plus. Puis il dit, non seulement je braille plus, mais il dit, là, je vais brailler de joie parce qu'il dit, j'ai plus de symptômes de maladie de Lyme en 10 semaines. Puis on s'est reparlé dernièrement. On a terminé notre programme en octobre passé.
Puis déjà en octobre, il s'est mis à planter 30 000 ail. Dave, tu le connais. 30 000 plants d'ail. Il s'est mis à faire une véranda. Il a construit une véranda pour sa conjointe. Ça faisait 2 ans qu'il remettait le projet. Il a tout bûché son bois pour l'hiver en décembre. Il a bûché ses piquettes pour faire un vignoble. En tout cas, il pète le feu. Puis c'est ça, j'y ai reparlé cette semaine. Puis il dit, écoute, ça va super bien. Il dit, je travaille. Donc, il a vraiment retrouvé sa vie au-delà de la maladie de Lyme en version améliorée. Donc, c'est vraiment une approche unique en son genre. C'est quelque chose qui, moi, je suis tellement reconnaissante de pouvoir passer mes connaissances puis d'aider les gens. En fait, je suis vraiment engagée à pouvoir aider les gens à sauver du temps, de l'argent puis de la santé. Parce que tout ce que moi j'ai traversé, toutes les connaissances que j'ai tout mis ça en raccourci pour les gens pour, ben c'est ça, pour pouvoir accélérer puis retrouver la vie au-delà de la maladie de Lyme pas mal plus rapidement que quand on attend puis que ça se détériore puis que c'est long. Alors, je sais que j'ai parlé vraiment beaucoup. Ça, c'est... Bon, moi, je fais du deltaplane. Ça, c'est au Mont-Saint-Pierre. Je pense que Franco, tu étais là cette journée-là quand j'ai volé. C'est en juillet 2017 où est-ce que je venais juste de retrouver assez de muscles pour pouvoir voler en deltaplane. Et j'étais dans les airs, c'était un super beau coucher de soleil. Je volais partout avec mes amis. C'était fantastique. J'étais tellement contente d'avoir récupéré mes muscles. J'en braillais dans les airs. J'étais comme merci, 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 merci. Et ça faisait un petit moment que j'y pensais de me dire, bon, est-ce que je vais me mettre à aider les gens qui ont la maladie de Lyme ou pas? J'étais déjà coach de santé, ça faisait un bon bout de temps. Puis là, je me suis dit, c'est là, je venais juste de décoller, là, puis c'est dans les âges, j'ai dit, OK, ouais, je vais aider les gens qui ont la maladie de Lyme à pouvoir s'en sortir. Donc, c'est ça, ça va faire un an là, très bientôt avec beaucoup d'expériences positives. Il y a le cours de 8 heures qui est préenregistré, qui a été enregistré devant audience l'année passée au mois d'août. 25 personnes en France, en Suisse, puis au Québec. Et ce cours-là est disponible si jamais vous avez le goût d'approfondir ça davantage. Normalement, le cours, il y a une valeur de 300 $ et pour les gens qui sont ici ce soir, qui regardent la conférence, j'aimerais ça vous donner un rabais de 100 $. Je vais avoir un petit code, là. Les gens que ça vous intéresse, là, écrivez-moi. J'ai un petit code, puis vous appliquez ça là, sur dans la sortie là, du cours et vous avez un rabais de 100 $ direct là-dessus sur le cours. Déjà, c'est la 3e fois là, que je donne cette conférence-là, puis il y a déjà beaucoup de gens qui l'ont acheté, qui m'ont écrit, qui ont dit « Wow, Catherine, merci! C'est énormément de lumière. Beaucoup de clarté, le protocole est tout écrit, tout ce qui est là, tout ce que j'ai fait, en fait, puis d'une façon qui est simplifiée avec un horaire. Donc, quelqu'un pourrait prendre ça et faire un très grand bout de chemin avec ça. Alors, voilà, ça c'est sur ces paroles, ça m'a fait plaisir d'être ici ce soir avec vous. Merci beaucoup de votre participation. Je suis disponible pour les questions. On a dépassé un petit peu notre temps. Alors, merci pour les gens qui sont encore présents. Je ne sais pas s'il y en a en Europe, là, mais si vous êtes en Europe, il est un petit peu tard pour vous. Alors, ça, c'est mes coordonnées. De toute façon, vous avez mon courriel là, de par l'invitation que vous avez eue sur Zoom. Et, oups! Quelques ressources utiles. On a l'Association québécoise de la maladie de Lyme. Leur site web a beaucoup d'informations. La Fondation canadienne de la maladie de Lyme, canlyme.ca, il y a beaucoup de choses aussi, principalement beaucoup sur la prévention, quoi faire là, si on trouve une tique, puis où aller pour la faire analyser, ces choses-là. Puis, bon, là, il y a une liste de références. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Ça, c'est tous des livres que j'ai lus qui ont permis de construire cette conférence et le cours que j'ai monté en ligne. Alors, merci beaucoup à tout le monde.
Je vais regarder s'il y a des questions. Vous pouvez soit réactiver votre micro pour poser la question directement ou dans la petite boîte de chat ici. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Si jamais vous n'avez pas de questions ce soir, ben, puis que ça vous vient un peu plus tard, mais vous avez juste à m'écrire. J'espère que... Ouais, oups. Je voyais-tu des questions? OK. Ça fait plaisir. Écoute, merci d'avoir été là. Merci pour votre attention. Sandra demande, nous avons un puits d'eau dans lequel je bois mon eau. Est-ce que je peux avoir une bactérie à cause de ce puits? Sandra, dans le puits, il peut y avoir certainement des bactéries. Par contre, Borrelia, normalement, n'est pas transmise, là, dans l'eau. C'est vraiment au niveau des tiques. Il y a certaines évidences qu'elle pourrait être transmise par des mouches de sable ou même peut-être des moustiques, mais pas au niveau de l'eau de ton puits. Tu peux avoir d'autres bactéries, ça c'est certain, dans l'eau. Peut-être qu'il s'agit de faire tester l'eau du puits, mais pas au niveau de la maladie de Lyme. Y a-t-il d'autres questions? Non? J'espère que ça vous a, éclairé, que ce soit que vous soyez ici juste pour prendre des informations sur comment prévenir ou que vous soyez ici pour savoir par où aller pour vous en sortir. C'est ça. Je vais être disponible là, pour les questions. De toute façon, ça a été enregistré, donc je vais vous envoyer un courriel avec l'enregistrement, puis aussi tous les gens là, qui s'étaient enregistrés puis qui n'ont pas pu participer ce soir, vous allez recevoir, ben, ils vont recevoir l'enregistrement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer la rencontre. Alors, merci beaucoup de votre présence et puis au plaisir d'un à bientôt.